Monsieur Vannier. Merci Madame la Présidente. Cet amendement vise à supprimer la niche fiscale dont bénéficient les entreprises et les particuliers qui effectuent des dons aux établissements scolaires privés sous contrat. Établissements privés parce que, par distinction des établissements publics, ceux-là choisissent leurs élèves, peuvent les trier à l'entrée et durant leur scolarité. Mais établissements massivement financés sur fonds publics, c'est 10 à 15 milliards d'euros par an de l'État, des collectivités territoriales, avec des dépenses obligatoires et facultatives. Et une situation pour notre pays, une anomalie. La France est le seul pays du monde à ainsi subventionner sur fonds publics aussi massivement une école privée sous contrat qui contribue de façon décisive à l'aggravation des mécanismes de ségrégation socio-scolaire, au creusement des inégalités entre établissements dans notre pays, avec des enjeux en termes de cohésion sociale, de performance éducative de la nation. Cet amendement vise donc à fixer une limite à cette dépense publique sans revenir sur le choix libre des familles de scolariser leurs enfants dans des établissements privés, mais en considérant que ça n'est pas à la collectivité tout entière de financer sans borne le choix de quelques-uns. Je profite de la défense de cet amendement pour interroger Madame la Ministre. Madame la Ministre, êtes-vous capable de nous chiffrer la dépense que représente cette niche fiscale? Et je termine avec un dernier argument. Les directions départementales des finances publiques nous alertent. Ces mécanismes de déduction fiscale peuvent être le support à des fraudes, puisque dans certains établissements privés sous contrat, ce sont les frais de scolarité qui sont au fond prétexte à déduction fiscale. Et donc cet amendement permettrait de lutter aussi contre un mécanisme qui porte atteinte aux comptes publics. Mesure d'autant plus nécessaire que le contrôle financier des établissements privés sous contrat est aujourd'hui opéré dans notre pays au rythme d'une fois tous les 1500 ans. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à monsieur Bonnet. Merci Madame la Présidente. Et donc il s'agit d'un amendement que j'avais déjà déposé l'année dernière. Donc, au vu de l'écart de la composition sociale entre le privé et le public, il n'a eu de cesse d'augmenter ces 30 dernières années. Et en plus de toutes les subventions publiques, l'État s'autorise des dépenses fiscales en permettant une réduction d'impôts pour les dons accordés par les entreprises aux établissements d'éducation et d'enseignement supérieur privés. Imaginons un monde dans lequel un milliardaire, par exemple, pourrait financer des écoles pour nourrir son projet de société ultralibérale, réactionnaire, xénophobe, et ce, avec nos impôts, alors que nous avons les classes les plus chargées d'Europe, avec les enseignants les moins bien payés, et tout cela par l'intermédiaire de ces entreprises, je crois qu'actuellement, il faut dire par son patrimoine professionnel qu'il ne faut surtout pas taxer avec la taxe Zuckman. Donc je vous appelle à voter cet amendement de suppression de cette réduction d'impôt. Je vous remercie, monsieur le député. Monsieur le rapporteur général. Merci, Madame la Présidente. Donc, vous souhaitez, mes chers collègues, par ces deux amendements, exclure les établissements d'enseignement privé de l'éligibilité à la réduction d'impôt mécénat. Bon. Écoutez, globalement, donc, vos amendements oublient que ces établissements privés d'éducation ont une mission de service public, qu'ils rendent service à de nombreuses familles, qu'ils permettent le choix, et que la société française est peut-être suffisamment en difficulté pour ne pas rallumer une guerre scolaire. La Commission a rejeté vos amendements. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Merci, Madame la Présidente. En fait, on va rentrer dans une discussion sur donc, le mécénat. Le mécénat d'entreprise ou le mécénat de fondation est une dépense fiscale qui a augmenté de 18% entre 2023 et 2024. C'est même une disposition fiscale, si on reprend à plus grande échelle, qui a même, on peut le dire, doublé depuis 2015 dans ses montants. Je comprends que nous puissions avoir des débats sur sa modalité, j'y reviendrai, ses paramètres de calcul. Il me semble en revanche ce soir difficile d'imaginer, dans le cadre de ce projet de loi de finances, que nous commencions à décider ce qui est éligible ou non. Je le dis pour tous les amendements qui vont venir. On va avoir des amendements sur, ça va des gares ferroviaires aux bateaux de plaisance, et là, vous le dites, à l'enseignement privé. Il me semble difficile de regarder les choses ainsi, puisque la définition du mécénat, si vous en regardez le texte, est défini aujourd'hui comme tout motif d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire,
sportif, familial, culturel ou concurrent à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques. Bref, c'est une belle définition d'abord de ce qu'est l'intérêt général. Et donc, monsieur le député, comme dans notre pays, les établissements privés peuvent être sous contrat, comme dans notre pays, les établissements privés peuvent d'ailleurs être hors contrat mais contrôlés, je ne crois pas que ce soit par une disposition fiscale de cette nature que nous puissions aller dans le sens qui est le vôtre, dont on voit bien la portée et l'ambition dépassent largement notre débat sur le mécénat. Je vous remercie, donc avis défavorable. Monsieur le député. Présidente, Madame la ministre, je suis surpris par votre argumentation. D'abord, vous n'êtes pas capable manifestement de chiffrer le montant de cette dépense et c'est un constat qui devrait nous alerter, cette impossibilité dans notre pays que de chiffrer le total de la dépense publique consacrée aux établissements privés sous contrat. Aucune donnée consolidée n'existe. Aussi, pouvons-nous dire qu'elle évolue entre 10 et 15 milliards d'euros par an. Mais je suis surpris parce que depuis plusieurs jours, vous défendez ici au banc du gouvernement la nécessité de contrôler la dépense. Vous avez là l'occasion de le faire. Plus tard, dans la discussion budgétaire, vous défendrez la suppression de 4000 postes d'enseignants dans l'école publique cette fois-ci, au même prétexte, celui de lutter contre la dépense. Ce qui m'amène, monsieur le rapporteur général, à faire cette observation, puisque, comme beaucoup dans votre camp, dans votre famille politique, vous avez ressorti ce rayon paralysant de la guerre scolaire. La guerre scolaire, monsieur le rapporteur général, c'est votre famille politique qui la livre contre l'école publique, à coup de suppression de postes par milliers, par dizaines de milliers. Et je voudrais vous dire, monsieur le rapporteur général et chers collègues sur tous les bancs, que le Conseil d'analyse économique, qui n'est pas un organisme insoumis, qui est un organisme rattaché à Matignon, dans une note publiée il y a quelques jours, Madame la ministre du Budget, fait une proposition de réduction de la dépense, celle de réduire de 3,5 milliards d'euros le montant des fonds publics attribués aux établissements privés sous contrat. Vous voyez que mon amendement n'a pas cette portée, mais il marquerait un signal. J'invite donc les collègues attachés au principe d'égalité et attachés à l'école publique à le voter. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à monsieur Daubier. Merci Madame la Présidente. Il y a quelques jours, un de nos collègues des Yvelines, qui a des talents oratoires comme peu, interpellait un autre de nos collègues en disant qu'il vivait dans le passé, au temps du président Sarkozy, en faisant un certain nombre de jeux d'humour. Moi j'ai l'impression, mon cher collègue, que vous vivez également dans le passé et vous essayez de refaire ce que le ministre Savary n'a pas pu faire en 84 en s'attaquant à une liberté d'enseignement et en gardant ce noble très important. Je serai très contre et j'appelle toutes les personnes qui en 84 sont descendues dans la rue pour la liberté d'enseignement de voter manifestement contrement. La parole est à monsieur Chudeau. Merci Madame la Présidente. Écoutez, je vois que nos amis, si j'ose dire, de LFI retombent dans le péché. Vous voulez ranimer la guerre scolaire, qui est pour vous une sorte d'obsession. Je voudrais procéder à quelques rappels. La liberté scolaire est une liberté constitutionnelle. L'enseignement diocésain agit dans le cadre d'une délégation de service public. Les Français sont extrêmement attachés à la liberté scolaire. 50% des familles envoient au moins une fois dans son cursus scolaire leur enfant dans l'enseignement privé. Le coût moyen d'un élève de l'enseignement privé est bien inférieur au coût moyen d'un élève de l'enseignement public. Je pense donc que vous cherchez un bouc émissaire. Vous faites de la politique politicienne, idéologique, lourdement chargée à l'occasion de ce débat budgétaire, et vous avez tort. Vous cherchez un bouc émissaire à la débâcle, au déclin de l'école publique. Débâcle et déclin dont vous portez largement, vous et vos amis syndicaux, la responsabilité. Donc évidemment, nous voterons contre votre amendement. Je vous remercie. La parole est à monsieur Bonnet. Merci Madame la Présidente. Alors vous invoquez dans vos réponses des mots qui vous semblent arrêter tout net le débat. Liberté. Quelle liberté y a-t-il pour des enfants totalement défavorisés? Ont-ils le choix d'aller dans une école privée qui a plus de potentialité au niveau de leurs options, au niveau de ce qu'ils peuvent proposer aux enfants? Est-ce une liberté pour eux?
Quand vous utilisez des mots, monsieur, comprenez-en le sens. Quand vous parlez de guerre scolaire, ce que nous souhaitons, nous, c'est une juste réaffectation des moyens, qu'il n'y ait pas un surfinancement des établissements privés, ce qui est actuellement le cas. Quand un établissement public va s'occuper des enfants, de tous les enfants, qu'il ne va pas faire du tri et de la sélection, qu'il va permettre l'inclusion scolaire et donc l'acceptation du handicap en son sein. Quand ces enfants n'auront pas les moyens d'étudier dans l'école publique, non, il n'y a pas de choix, non, il n'y a pas de guerre scolaire. Oui, il faut réaffecter les moyens. Notre école est dans un état indigne. Et cela devrait toutes et tous nous révolter. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Berger. Merci Madame la Présidente. Moi je pense que dire que le soutien de l'école privée est une atteinte à la liberté des enfants des familles modestes, je pense que c'est une méconnaissance totale de la réalité du terrain. Sur le terrain, mais écoutez monsieur, mon cher collègue, déjà que les élus de gauche qui critiquent l'enseignement privé s'engagent à ne jamais mettre leurs enfants dans les écoles privées. Je peux vous dire que dans ma commune, j'ai beaucoup de mes collègues des villes de gauche avoisinantes qui viennent placer leurs enfants. Beaucoup. Donc l'hypocrisie, ça suffit. Deuxièmement, quand on va dans les quartiers populaires, il y a des familles qui se saignent pour pouvoir envoyer leurs enfants dans les écoles privées, pour pouvoir leur donner la chance d'aller dans les écoles privées, parce que l'école privée, c'est aussi pour eux un gage de mixité sociale. Et que vous n'ayez pas conscience que les écoles privées sont une façon d'organiser la mixité sociale et la réussite des enfants pour leur donner aussi d'autres perspectives pour pouvoir les sortir du quartier dans lequel ils sont lorsque c'est le souhait des familles, je pense que c'est une illusion que vous avez en tête. Oui, la liberté, c'est d'abord la liberté des familles les plus modestes. Parce que les familles qui ont les moyens d'acheter des logements dans les quartiers les plus huppés, dans les quartiers les plus favorisés, dans les quartiers où il y a les meilleures écoles, eux, ils n'ont pas besoin des écoles privées pour faire réussir leurs enfants. Donc, inversez un peu votre logique intellectuelle. Voyez là où est la possibilité d'évolution, là où est la possibilité de méritocratie, là où est la possibilité de mixité sociale pour beaucoup de familles modestes. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Michelet. Merci Madame la Présidente. J'abonderai ce qui a été dit notamment par mon excellent collègue Roger Chudeau. Chers collègues de gauche, je crois que vous ne connaissez pas du tout l'enseignement privé. Je me demande si vous jamais souhaité mettre les pieds dans un lycée ou dans un collège ou dans une école privée. 17% de la population scolaire de ce pays est scolarisée dans un établissement privé. 2 millions d'élèves sont scolarisés dans un établissement privé. Pensez-vous que ce sont 2 millions d'enfants de riches? Pensez-vous que 2 millions d'élèves cherchent à échapper seulement à la ghettoisation du public? Non. La réalité scolaire est bien plus compliquée que cela. Nombre de familles populaires mettent un enfant dans le public et un enfant dans le privé, et j'en suis notamment, ayant moi-même été dans le public et mon frère dans le privé. Mais je veux surtout attirer votre attention sur une chose. Dans les territoires ruraux, la moitié de l'enseignement agricole est assurée par l'enseignement privé et nombre d'entreprises agricoles et viticoles financent ces lycées agricoles. Et ce que vous cherchez à faire, c'est couper ce financement. La moitié de l'enseignement agricole est assurée par le privé. C'est ce que je voulais vous rappeler, chers collègues de gauche. Je vous remercie. La parole est à Monsieur De Courson. Monsieur De Courson. Mes chers collègues, la quasi-totalité de l'enseignement privé est sous contrat d'association. Contrat simple, mais surtout contrat d'association. Et il participe au service public de l'enseignement. Donc, si vous votez cet amendement, il faut commencer par supprimer la loi Debré, ainsi que la loi Rocard. Oui, la loi Rocard sur l'enseignement agricole qui a été évoquée par les collègues, mais aussi
la loi sur l'enseignement professionnel. Et les lycées professionnels, puisqu'il y a 3 régimes juridiques. Donc vous voyez qu'on ne peut pas voter cela. Et quel est l'objectif de tout cela, mes chers collègues? C'est la qualité de l'enseignement et que les jeunes, les enfants, soient bien éduqués. Ça devrait être ça notre seul objectif. Et non pas de vouloir réactiver une guerre scolaire qui est complètement dépassée. Je vous remercie. Nous allons passer au vote pour ces 2 amendements qui ont reçu un double avis défavorable. D'abord, le 21-32, c'est un scrutin public. Je vous demande de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 203, exprimé 198, majorité 100, pour 70, contre 128, il n'est pas adopté. Le 28-19, également en scrutin public avec les mêmes avis. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 200, exprimé 194, majorité 98, pour 69, contre 125, il n'est pas adopté. Et nous passons à des amendements identiques. Le 21-23, Monsieur Plassard.